Bonjour Elisabeth Moreno, merci d'être avec nous. Alors puisque cette émission s'appelle Les enfants de la République, eh bien qu'est-ce que représente la République pour vous? Bonjour Frédéric Aziza, bonjour à toutes et à tous. La République, pour moi j'ai eu la chance de travailler sur les 4 continents et je crois que nous avons le plus bel idéal républicain, c'est-à-dire que notre devise, liberté, égalité, fraternité, partout où je suis allée dans le monde, c'est celle qui m'a paru être la plus inclusive. Maintenant, je sais que dans notre pays, certains n'y croient plus. Je rencontre des jeunes qui me disent mais l'égalité, madame, c'est pas vrai, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui ne parlent même plus de fraternité. Je pense que l'urgence, c'est de la faire vivre cette Et, devise. Et je l'associe toujours à l'article 1 de la Constitution. C'est tous les citoyens sont considérés comme étant égaux, indépendamment de leur origine, de leur race ou de leur genre. Et c'est c'est pour ça qu'on doit se battre. et c'est ce qui vous fait parler dans le monde, c'était le monde de jeudi, je cite, de l'universalisme républicain. Vous dites l'universalisme républicain doit être résolument défendu face à ceux qui ne voient en lui qu'un slogan vide de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est exactement ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que les personnes qui pensent que cet idéal républicain est mort, que tout le monde n'a pas la même chance de réussir dans notre pays, tout le monde n'est pas considéré pour ce qu'il est, tout ce qui est rejet, discrimination, haine, brise cet idéal républicain et le rôle de l'État, c'est de faire en sorte de lui redonner sa flamme. Alors vous dites ça et pourtant vous n'êtes pas né en France, vous êtes né au Cap-Vert pendant la colonisation portugaise en 1970 et vous êtes arrivé en France à l'âge de 7 ans, c'était en 77. C'est comme ça que, quelque part, votre vie d'immigré a commencé. Comment on vit un tel déracinement quand on est un si jeune enfant? Une si jeune enfant? C'est terrible. D'abord, mon père ne vivait pas au Cap-Vert, donc j'avais la joie de le retrouver, puisque voilà, j'avais pas eu la chance de grandir avec lui. Donc d'un côté, la joie de retrouver son père, et puis d'un autre côté, le désespoir de se retrouver dans un endroit que vous ne connaissez pas, dont vous ne parlez pas la langue, avec ce trouble de l'environnement dans lequel vous êtes, et ce sentiment déjà très présent de devoir vous adapter pour pouvoir survivre. Alors justement, à partir de là, donc 1977, vous rentrez à l'école. Donc, comme vous le dites, vous ne parlez pas le français. Je crois que vous parlez créole, hein. Et quel souvenir vous avez de ce début de vie en France, au sein de l'école de la République? Je pense que le souvenir que je garderai toute ma vie, c'est probablement le même que celui dont parlait Albert Camus. C'est une maîtresse qui me tend la main, qui comprend que cette gamine est complètement larguée, qu'elle ne sait pas où elle est, qu'elle ne sait pas comment se comporter, et qui décide de m'accompagner, de m'aider à faire mes devoirs le soir, de m'expliquer plus longuement qu'elle ne l'a fait pour d'autres enfants. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que je dois beaucoup à mes parents, mais je dois aussi beaucoup à cette maîtresse. Alors, maîtresse d'une école primaire du quartier de Belleville, 1977. Hein. C'est là que je suis arrivée. C'est là que vous êtes arrivé. Alors, on mesure aussi, à travers votre parcours, l'importance de la langue, de la linguistique. Vous ne parliez pas français. Vous dites donc, dans votre famille, vous parliez créole. Est-ce que les mots, la langue, c'est déterminant? Est-ce que c'est un outil essentiel dans l'évolution d'un être? C'est un outil essentiel. La langue, c'est ce qui nous permet de communiquer entre êtres humains. Je ne parlais pas français, mais en tout cas, le goût du français m'a donné envie d'apprendre 4 autres langues étrangères. Et je me rends compte, puisque j'ai eu la chance de travailler partout dans le monde, dès que vous parlez l'espagnol et que vous êtes en Espagne, tout de suite, les gens sont plus ouverts. Et moi, je trouve que la langue française est une magnifique langue qui peut dire tellement de choses avec tellement de subtilité. Encore Et j'y faut-il suis que très les, attachée. encore faut-il que les jeunes Français parlent leur langue. Hein. Encore faut-il que les jeunes Français, les jeunes Français, leur langue, c'est le français, Ouais. jusqu'à nouvel ordre. Mais on sait qu'à l'école primaire, il y a des problèmes d'appréhension de la langue, de l'écriture, de la lecture, ainsi de suite. Et l'école est faite pour ça, et Jean-Michel Blanquer s'y attaque, parce que c'est essentiel que nos jeunes sachent parler, sachent s'exprimer. C'est une condition sine qua non pour s'insérer dans la vie professionnelle, pour vivre tout simplement, pour comprendre l'autre et pour se faire comprendre. Donc oui, la langue est essentielle. Et je crois que pour vous aussi, la langue est essentielle, la lecture aussi. Ah, j'ai adoré la lecture. J'ai trouvé ça fabuleux. Vous savez, le président de la République parle souvent de cette assignation à résidence à laquelle certaines personnes sont confrontées. Moi, les livres m'ont permis de m'évader sans sortir de ma chambre. Et j'ai dévoré tous les livres qui me sont tombés sous la main lorsque j'étais petite, et je continue encore aujourd'hui. Et on voit, on entend dans ce que vous dites que vous gardez un souvenir
ému de cette époque. C'est juste? Oui, Ouais. oui, je garde un souvenir ému, d'abord parce que on arrive en France dans des conditions très difficiles. Quand vous où, dites on arrive, c'est vous et votre famille. Hein. Moi, mes parents et mes 2 petits frères et sœurs. Ma sœur est hospitalisée pendant 2 ans. C'est un moment extrêmement dur parce qu'elle est entre la vie et la mort, parce que mes parents se battent pour trouver un emploi, pour trouver un logement. Vous savez, la vie d'immigré, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On est en mode survie en permanence. Je garde un souvenir ému parce que c'est à la fois un moment difficile et c'est un moment de joie. Parce que je sens aussi qu'on est en train de se reconstruire. Mhm. Je sens qu'on est en train de prendre notre destin en main. Et je sens que notre avenir dans ce pays peut être meilleur que celui du pays dans lequel Que je vous avez suis née. connu au Cap-Vert. Et que pourtant, j'aime le Cap-Vert. Il y a d'autres choses au Cap-Vert que je n'ai pas trouvées en France. Il y a des choses que je trouve en France et que je n'ai pas trouvées au Cap-Vert. Et c'est pour ça que je suis profondément attachée à ma double culture. On va parler de votre double culture un peu plus tard, mais restons sur cette période. Je crois que vous avez gardé en mémoire un certain nombre de moments qui ont marqué votre vie d'écolière, notamment cette anecdote du bulletin envoyé à vos parents, à votre père. Hein, on précise des choses. Votre père qui faisait des chantiers, votre mère qui faisait des ménages. Allons-y, racontez-moi cette anecdote. Alors, mes parents ne savent pas lire, ni écrire, ni l'un ni l'autre. Et donc, je suis celle qui lit les bulletins, non seulement les miens, mais ceux de mes petits frères et sœurs. Et puis, je ramène un bulletin et je le lis religieusement à mon père, très fier de moi, parce que le bulletin est très correct. Sauf que le professeur principal dit « Bravo, mais vous êtes trop bavarde ». Et mon père me dit « Assieds-toi, prends un stylo et note ». Et je m'assois et je prends un stylo et je note et il dit « Monsieur le professeur, merci pour le message que vous m'avez envoyé. Si ma fille est trop bavarde, n'hésitez pas à la corriger. » Et il me dit « Tu me ramènes la réponse. » Moi, j'ai eu une éducation très stricte, très disciplinaire, avec un grand respect des professeurs. Et mes parents me disaient toujours « Tu es à l'école pour apprendre, rien d'autre. » Et c'est aussi ce qui m'a forgée. Et vous l'avez lu, la réponse Bien sûr, bien sûr. alors Donc je l'ai ramené à mon professeur qui était tout gêné parce qu'il a compris. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. On est dans les années 70 et mon professeur comprend que peut-être l'éducation à la maison est un peu stricte et rigoriste. Il a eu peur. Et donc il a eu un peu peur et il me dit bon, dites-lui que j'ai bien vu sa note et que ça va s'arranger. Et en préparant cette émission, on va parler d'une autre anecdote. Votre mère faisait des ménages et une fois, elle est allée faire le ménage dans l'immeuble d'un de vos camarades de classe. Oui. C'est un moment, c'est un moment qui m'a construite aussi parce que je l'accompagnais de temps en temps. Elle nettoyait les escaliers dans les immeubles et un jour, je suis dans cet immeuble avec elle et j'ai l'un de mes camarades de classe qui sort de chez lui et je cours me cacher. Ma mère ne dit rien. Et elle l'a vu. Mais elle l'a vu. Et quand mon camarade a quitté l'immeuble, je reviens un peu penaude et elle me dit « Est-ce que tu as honte de ce que je fais ?» Et je suis restée tétanisée parce que j'étais mortifiée. Je savais qu'elle faisait des ménages pour permettre à notre famille de vivre dignement. Et j'ai réalisé à ce moment-là combien je l'avais blessée. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tous les métiers sont honorables dès lors qu'il s'agit de faire vivre votre famille. Et ça m'a donné, ça a démultiplié le respect que j'avais. Pour votre mère? Pour ma mère. Et vous aviez honte à l'époque? Vous avez honte encore aujourd'hui? Je n'ai plus honte du tout. Non, mais de ce que vous avez fait, de vous cacher. Ah, de me cacher. Mais aujourd'hui, je raconte cette histoire à mes enfants pour qu'ils n'aient pas honte. Parce que mépriser ou dénigrer le travail que font nos parents, qu'ils soient éboueurs, qu'ils soient femmes de ménage, qu'ils soient... Vous savez... Voilà, s'ils travaillent honorablement pour faire vivre leur famille, on doit leur exprimer toute notre gratitude et certainement pas de la honte. Dénigrer aussi le travail des autres, hein, pas seulement des parents, et aussi quelque part le travail des immigrés. Moi, dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé depuis, et même lorsque je suis devenue patronne, on va en parler. J'ai un profond respect pour ces petites mains qui sont parfois invisibles, mais qui sont indispensables au bon fonctionnement de la société. Et on l'a vu pendant la crise sanitaire. Et on l'a vu pendant la crise sanitaire, mais j'espère qu'on en parlera plus longuement. Voilà. Et alors, vous avez donc une enfance marquée, comme vous le dites, par une rupture, celle avec ce départ du Cap-Vert vers la France, une aventure de migrante. Alors aujourd'hui, vous avez commencé à le dire, vous sentez cap-verdienne ou vous sentez française? Et pourquoi je devrais choisir? J'ai suffisamment de place dans mon cœur et dans ma tête pour le Cap-Vert et pour la France. J'ai profondément
du respect et de la gratitude pour ce pays qui nous a accueillis à un moment où nous en avions le plus besoin, qui a soigné ma sœur. Vous savez, dans certains pays, moi j'ai travaillé aux États-Unis, dans certains pays, si vous n'avez pas les moyens, vous n'êtes pas soigné. C'est le modèle français. Et c'est le modèle français. Et parfois, on tend à l'oublier. Vous savez, quand on a beaucoup d'avantages, on tend à oublier combien ces avantages sont précieux jusqu'à ce qu'on les perde. Moi, j'ai vécu en Afrique, j'ai travaillé en Chine, j'ai travaillé aux États-Unis, et je suis capable de comparer et de me rendre compte de combien le système français est précieux et combien nous devrions le protéger. Et alors, en quoi votre enfance a-t-elle marqué le reste de votre existence ? Parce que lorsque vous naissez dans la précarité, dans la pauvreté, dans la misère, dans une famille humble, courageuse, je veux le dire, fière, mais très modeste, vous apprenez ce que c'est que la résilience, vous apprenez ce que c'est la détermination et vous apprenez ce qui est essentiel. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps de faire l'enfant, je n'ai pas eu le temps d'avoir des problèmes métaphysiques. Ce qu'il fallait, c'est que nous vivions, que nous avancions, que nous survivions, et ça m'a construite. Ça vous a construite. Alors, dans votre histoire, il y a l'histoire de l'immigration quelque part, l'histoire de la femme aussi, de la misogynie, tout ça vous l'avez vécu. Comment, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le terme, on peut guérir de son enfance, en tout cas, on peut utiliser cette enfance pour rebondir. Je n'ai pas à guérir de mon enfance. C'est pour ça que j'ai précisé la question. Oui, je n'ai pas à guérir de mon enfance parce que mon enfance m'a construite. On ne défait pas ce qui existe. C'est pour ça que je dis rebondir. Mon enfance m'a permis de me rendre compte que dans la vie, tout est possible et qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a, bien sûr, les injustices, il y a les discriminations, il y a le rejet. Tout cela blesse, tout cela humilie, mais ça vous permet aussi de vous renforcer et de vous construire et de vous rendre compte qu'effectivement, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et c'est pour ça que je suis tellement fière et honorée de porter ces causes dans le ministère qui est le mien, parce que faire en sorte que tout le monde se sente reconnu, indépendamment de votre âge, de votre genre, de votre origine, c'est ce qui fait que nous pouvons vivre correctement ensemble, parce que ce dont chaque être humain a besoin, c'est d'être reconnu pour ce qu'il est, point. Alors, il y a eu l'école primaire, le collège, le lycée. Ensuite, vous avez choisi le droit. Pourquoi le droit ? Pour défendre la veuve et l'orphelin. J'avais été confrontée à tellement d'injustices que j'avais envie de défendre ceux qui n'avaient pas la possibilité de le faire pour eux-mêmes. Quand les gens ne connaissent pas leurs droits, et c'est drôle parce que c'était il y a déjà 40 ans, mais aujourd'hui encore c'est le cas. On a lancé une consultation nationale pour lutter contre les discriminations à la demande du président de la République. Et on voit que les gens qui ont le plus besoin de connaître leurs droits, en vérité, ne les connaissent pas. Et quand bien même ils les connaissent, ils ne savent pas les activer. Et donc moi, ce que je voulais, c'était apprendre le droit et défendre ceux qui n'étaient pas capables de se défendre seuls. Et pourtant, vous avez renoncé à votre carrière d'avocat. Oui. Pourquoi ? J'ai renoncé parce que quand j'ai fait mon stage dans un cabinet d'avocats, j'ai réalisé que lorsque vous êtes avocat, vous défendez une personne et un autre avocat défend une autre personne. Et ça va être argument contre argument, loi contre loi. Mais vous ne dites pas la justice. Et moi, ce que je voulais, c'était dire ce que je pensais juste. Et donc, j'étais un peu déçue finalement de cette position parce que j'avais eu un problème d'éthique à défendre des personnes que je savais coupables. Et donc, c'est difficile quand vous vous lancez dans ce métier en vous disant « Oui, mais je veux défendre un tel et je ne veux pas défendre quelqu'un d'autre ». Quand vous êtes avocat, vous devez défendre toutes les personnes qui ont besoin d'être défendues. Et donc, je me suis dit non, je me suis trompée. Et à partir de ce moment-là, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire parce que je ne pouvais pas reprendre mes études. Et j'ai eu l'opportunité de créer une entreprise. Et j'ai créé ma première entreprise dans le bâtiment. Petite entreprise où on a commencé, on était 3 et on a monté jusqu'à presque 30 personnes. Et c'est là que j'ai appris le sens des responsabilités professionnelles, que j'ai appris combien il est important. Il y a des gens qui dépendent de vous quand vous êtes chef d'entreprise, qui dépendent de votre salaire pour payer leur loyer, pour envoyer leurs enfants à l'école, pour prendre des vacances. Et ça me gardait éveillée. Ça vous garde éveillé. Et ensuite, vous avez connu l'entreprise alors dans des multinationales en France et dans le monde.
Oui, j'ai travaillé pour une TPE familiale et ensuite j'ai rejoint le groupe Orange, grand groupe français s'il en est. Ensuite, j'ai évolué vers Dell Computer, un grand groupe américain, et puis Lenovo, grand groupe chinois. J'ai vraiment un profil international. Et vous parlez 4 langues, 5 langues? Lesquelles? Français, anglais, espagnol, portugais et le créole. Et le créole. Et alors, donc, toutes ces langues, vous les avez pu les utiliser pendant vos cursus au sein de ces entreprises au niveau international. Et puis, alors, le 6 juillet 2020, vous êtes nommé ministre. Hein, je suppose que vous ne vous y attendiez pas. C'est improbable. Ouais. Quand je reçois ce coup de fil de Matignon, j'étais en Afrique du Sud, où j'étais expatriée avec ma famille, puisque je dirigeais le groupe Hewlett-Packard pour le continent africain et les territoires ultramarins. Au début, j'y ai pas cru, parce que je me suis dit, mais moi, je n'ai aucune expérience politique, je n'ai jamais fait de politique de ma vie. Mais lorsque Jean Castex m'a parlé des responsabilités qu'il souhaitait me confier, j'ai compris. L'égalité entre les femmes et les hommes, je me suis battue pour ce sujet dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé dès que j'en ai eu la possibilité. La diversité, je suis une personne issue de la diversité, donc je l'ai vécue depuis mon plus jeune âge. Et puis l'égalité des chances, c'est mon parcours de vie. Je suis partie de très peu et je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Donc je connais ces sujets pour les avoir vécus, pas d'un point de vue théorique. Et comment on a réagi autour de vous, d'ailleurs au départ dans votre famille, et puis au-delà à cette nomination? Alors, d'abord, ma famille a eu peur pour moi, parce que oui, ma fille a eu beaucoup d'émotions et elle m'a dit, maman, je suis à la fois heureuse pour toi, mais j'ai peur parce que le monde politique est un monde violent, c'est un monde très agressif et je ne veux pas qu'on te maltraite. Voilà, et ça m'a énormément touchée. Et un an après, vous vous dites, elle avait raison? Elle a raison, c'est un monde extrêmement violent. C'est un monde plein de satisfaction parce que quand vous servez l'humain, c'est extrêmement gratifiant, mais c'est un monde effectivement très violent, en particulier pour les femmes. Et j'ai eu un coup de fil du président de la République du Cap-Vert qui m'a dit c'est la meilleure nouvelle que nous ayons eue depuis un an parce qu'on était en pleine Covid. Et il m'a dit c'est comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Parce que le président de la République du Cap-Vert. Parce que, vous savez, c'est un tout petit archipel. Hein. Il y a 500 000 Cap-Verdiens sur l'archipel. Il y en a plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et vous le connaissiez déjà d'ailleurs, ce Oui, président? je le connaissais déjà, oui. Parce que j'ai toujours été dans la vie associative. J'ai travaillé pour aider les gens à s'intégrer, à étudier, à travailler, etc. Donc voilà. Et alors il vous dit? Et il me dit, c'est comme si on avait gagné la Coupe du Monde, on est très fiers. Ouais. Et ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai reçu des messages du monde entier, pas seulement que de Cap-Verdiens, y compris de personnes issues de la diversité, des femmes qui me disaient, mais vous avez un parcours qui montre que, voilà, tout est possible. Vous êtes devenu un symbole, quelque part. C'est lourd de dire qu'on est un symbole, parce que ça oblige. Hein. Vous savez, quand on vous dit vous êtes un rôle modèle, à la fois, ça me fait plaisir, parce que si mon histoire peut inspirer d'autres personnes à réussir en se disant qu'il n'y a pas de fatalité, j'en suis heureuse. Mais je ne veux pas non plus décevoir des personnes qui mettraient trop d'espoir en moi. Je ferai de manière déterminée tout ce que je peux pour que le plus grand nombre de personnes aient la chance que j'ai eue dans ce pays qui les offre, mais je ne veux pas non plus porter des espoirs que je ne suis pas capable de délivrer. Alors, il y a une Cap-Verdienne qui a été connue du monde entier, c'est la chanteuse Césaria Évora. On peut faire un parallèle entre son parcours et le vôtre? Je pense que oui. D'ailleurs, vous la connaissiez? Je la connaissais très bien. Je connaissais très bien José da Silva qui l'a lancée. Et je veux vous dire que Césaria a été lancée en France. José da Silva vivait en France. Et lui aussi, il a une histoire d'un parcours extraordinaire. Il travaillait à la SNCF dans les trains. Et puis, il a découvert Césaria et leur vie a changé à tous les deux. Et c'est ça aussi la France. C'est cette ouverture à l'autre d'un point de vue culturel aussi, une chanteuse qui ne parlait pas le français, mais qui savait tellement bien porter la saudade et qui était tellement extraordinaire. Et alors donc, ce parallèle, on peut le faire entre elle et vous? Je pense que on peut faire un parallèle entre ma vie et toutes les vies d'immigrés qui partent de leur pays avec l'histoire d'avoir un meilleur avenir. Et c'est pas seulement Césaria Évora, c'est toutes les personnes immigrées, tous les parents qui partent, qui font le sacrifice d'une séparation pour avoir une meilleure vie pour eux et pour leur famille. Et quand vous apprenez que des habitants de l'autre rive de la Méditerranée cherchent à venir en Europe
et n'y arrivent pas? Vous savez, les immigrés qui cherchent à quitter l'autre rive de la Méditerranée, ils ne le font pas par plaisir. Vous ne vous déracinez pas, vous ne quittez pas votre famille, vos amis, votre environnement, juste pour le plaisir de le faire. Il y a des déracinements climatiques, il y a des déracinements liés à la guerre, il y a des déracinements liés à la misère, et on ne peut pas empêcher un être humain de chercher à survivre. Comment est-ce qu'on peut reprocher à un être humain de chercher à survivre? Il y a des personnes qui prennent des radeaux de misère, qui traversent la Méditerranée avec une chance sur deux d'arriver à bon port, et quand bien même vivants, et quand bien même ils arrivent à bon port, ils ne sont pas toujours bien accueillis, ils savent qu'ils peuvent être renvoyés illico. Donc vous doutez bien que quand on prend ce genre de risque, on le prend parce que c'est une question de survie. Et c'est pour ça que cette solidarité est importante. Et est-ce que vous dites il faut que la France accueille plus d'immigrés? Je ne dis pas que la France doit accueillir plus d'immigrés, je dis que la France doit prendre sa part. De quelle manière? Comme nous le faisons aujourd'hui. Vous savez, la France est une terre d'accueil pour de nombreux immigrés. La France a accueilli des immigrés américains. Joséphine Baker a trouvé une terre d'accueil dans ce pays en quittant les États-Unis où il y avait la ségrégation et l'apartheid. Ce qui se faisait au début du XXe siècle se fait moins aujourd'hui. J'étais ce matin au Kremlin-Bicêtre où j'ai rencontré des entreprises vertueuses qui accueillent des personnes réfugiées. J'ai rencontré des associations qui accueillent des réfugiés qui sont arrivés en France en 2018, 2019, 2020. Notre tradition d'accueil n'a pas changé. Est-ce que nous devons faire en sorte que les personnes qui vivent en France aujourd'hui vivent bien, qu'elles soient traitées correctement, qu'elles aient un emploi, qu'elles puissent étudier, qu'elles puissent se former, et que les immigrés qui arrivent soient accueillis dans de bonnes conditions, c'est essentiel. Et je pense que c'est exactement ce sur quoi ce gouvernement travaille. Alors vous êtes ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Et juste de dire que votre parcours vous a quelque part préparé à ces fonctions. Je pense que le président de la République et le Premier ministre ne m'auraient pas accueilli dans ce gouvernement si mon parcours ne m'avait pas apporté l'expérience qui est la mienne, l'expérience de la vie. J'ai vécu le sexisme dans ma chair, j'ai vécu le racisme dans ma chair, j'ai vécu le rejet du fait de mon handicap dans ma chair. Je sais ce dont je parle. Et, votre handicap, c'est-à-dire? J'ai un handicap visuel. Ah. Et c'est fou l'ignorance et la stupidité de certaines personnes qui vous stigmatisent pour des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous ne choisissez pas de naître avec un handicap ou pas. Et quand je vois que des entreprises aujourd'hui refusent de recruter des personnes en situation de handicap sous prétexte qu'elles n'ont pas l'encadrement suffisant, alors même que l'État aide les entreprises à mettre en place des environnements favorables, je me dis que nous avons encore un travail de sensibilisation important à faire. Alors justement, vous êtes ministre depuis un an, pratiquement tout juste un an. Il vous reste 9 mois de mandat, à peu près 9 mois de mandat. Quelles sont les grandes priorités, vos grandes priorités, d'ici la fin du quinquennat? Ma première priorité, c'est celle qui est liée à la grande cause du quinquennat, du président de la République. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes, avec pour premier corollaire la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Justement, lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le confinement a, semble-t-il, augmenté sensiblement, même énormément, je pense, la violence, les chiffres de la violence faite aux femmes et les féminicides. Alors, il y a les constats, et comment on lutte contre ce fléau? Je crois qu'on peut reconnaître que ce gouvernement a énormément fait avec tous les ministères. Lorsque Édouard Philippe a lancé le Grenelle des violences conjugales en 2019, il avait autour de lui 19 ministres. 15 ministres qui l'accompagnaient, parce que cette question des violences, il faut comprendre qu'elle concerne non seulement toute la société, mais tous les ministères, la santé, l'éducation, le travail, le logement, etc. etc. Et le fait que le gouvernement soit mobilisé à cette hauteur, parce que c'est la grande cause du quinquennat, fait qu'en 4 ans, nous avons voté 4 lois. En 4 ans, nous avons augmenté le nombre de places d'hébergement pour accueillir les femmes victimes de violences de 60%, parce que souvent, elles n'osent pas partir, parce qu'elles ne savent pas où elles vont aller, parce qu'elles ne veulent pas être en situation de précarité, souvent parce qu'elles sont sous emprise. Et je veux saluer le fait que c'est la première fois dans notre pays qu'un homme est condamné, un homme
qui a commis un féminicide est condamné à perpétuité pour payer son crime. Et ces Donc ça, sujets-là, c'était récemment, il y a encore quelques années, c'était des sujets complètement tabous, en marge de la société, qui faisaient des petites lignes dans un journal local. Aujourd'hui, tous les médias s'en saisissent parce que c'est dans l'esprit de tout le monde. Et ça, c'est parce qu'on en parle matin, midi et soir depuis 4 ans. Alors, vous dites aussi que l'égalité des droits doit se traduire par l'égalité des choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous soyez une personne qui habite sur les territoires ultramarins, dans les zones rurales, dans les quartiers prioritaires de la ville, ou que vous vous trouviez en France, quel que soit votre genre, quelle que soit votre origine, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, que vous puissiez avoir accès aux mêmes opportunités. Est-ce que tout le monde a les mêmes compétences, les mêmes qualités, les mêmes savoir-faire? Non. Mais qui que vous soyez, quand vous avez envie de réussir, qu'on vous en donne les moyens. Quand on met en place le plan Un jeune, une solution, c'est pour faire en sorte qu'aucun jeune dans notre pays ne soit sacrifié, ne soit oublié, ne soit abandonné. Je vais être avec Elisabeth Borne cet après-midi parce que le mentorat est quelque chose d'essentiel. Tout le monde n'a pas les codes, tout le monde n'a pas les réseaux. Eh bien, c'est en ouvrant ces possibilités-là que nous permettrons à chacun de réussir. Alors, en quoi consiste aussi la consultation citoyenne sur les discriminations qui a été lancée et quels en sont les objectifs? Eh bien, le président de la République, en décembre dernier, lorsqu'il a fait son interview sur Brut, a mentionné le fait que notre société est de plus en plus inégalitaire. Je ne sais pas si on se rend compte que quand il Inégalitaire, ça veut dire quelque part des discriminations. Ça veut dire qu'il y a des discriminations, parce que moi, j'ai la responsabilité de l'égalité des chances. Vous ne pouvez pas parler d'égalité des chances si les personnes sont discriminées du fait de leur origine, du fait de leur genre, du fait de leur orientation sexuelle, etc., etc. Donc, le président de la République a voulu que nous soyons très volontaristes sur la question, et c'est pour ça qu'en mois de février, nous avons créé la plateforme de lutte contre les discriminations qui a été confiée. Et ça donne quoi aujourd'hui, eh 6 mois après? Malheureusement, ça fonctionne. Claire Hédon me partageait les chiffres. Il y a de plus en plus de saisines. C'est sur le 39-28, quand on se sent discriminé de manière réelle ou que l'on pense avoir été discriminé. Il faut savoir que vous pouvez appeler le 39-28 ou aller sur la plateforme antidiscrimination.fr. Et là, vous avez accès à des écoutants, à des personnes qui sont spécialisées dans le droit et qui peuvent vous expliquer d'abord si c'est une vraie discrimination, ensuite qui peuvent vous aiguiller vers les services de l'État compétents, qui peuvent vous aiguiller vers les associations compétentes ou qui peuvent vous emmener vers des avocats lorsque vous en avez besoin ou des médiateurs. Et ça n'existait pas. C'est complètement nouveau. De la même manière que la consultation nationale citoyenne que nous avons lancée. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des gens ne connaissent pas leurs droits. Et quand bien même ils les connaissent, ils ne savent pas comment les exercer. La plupart des gens ne savent pas que quand ils sont discriminés, il vaut mieux qu'ils déposent plainte au civil qu'au pénal. La plupart déposent plainte au pénal, alors qu'au pénal, c'est souvent difficile de prouver que vous avez été discriminé. Alors qu'au civil, il y a beaucoup plus de flexibilité et la présomption se joue de manière plus souple. Et au-delà de ça, vous dites que la différence peut être une richesse et elle peut porter loin. J'en suis convaincue. Vous parlez de vous, là? Mais je parle de tout le monde. Toutes les personnes qui ont des expériences de vie diversifiées sont plus riches. Parce que moi, je vois les gens issus de la diaspora. En général, ils parlent plusieurs langues. Ils ont une flexibilité plus importante parce qu'ils ont été forcés à s'adapter à des environnements auxquels ils n'étaient pas forcément préparés. L'ouverture sur le monde vous enrichit. Quand vous voyagez, moi, je voudrais que les jeunes voyagent. Je voudrais qu'ils découvrent le monde. Sont ouverts sur le monde, et se rendent compte de ce dont ils disposent dans ce pays. Et je pense que c'est comme ça que l'on grandit. Alors, vous affirmez pourtant dans une tribune du Monde, ça a été publié le 8 juillet, donc jeudi, et je vous cite, « Remplacer la lutte des classes par la lutte des races crée de la discorde à une époque où notre pays a plus que jamais besoin de la concorde. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qui vous visez? Est-ce que vous visez les indigénistes, les intersectionnels, une partie de la gauche? Je vise toutes les personnes qui, pour des raisons sincères ou malhonnêtes, utilisent les fractures de notre société et importent des concepts dans notre pays
qui n'y ont pas leur place. Concept venu d'outre-Atlantique. On a un multiculturalisme en France, on a l'universalisme français qui fait que nous devrions être en mesure de vivre correctement ensemble en tant qu'être humain, pas en tant que personne de telle race ou telle autre race. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Et à partir de ce moment-là, si vous considérez que l'autre est également vous, qu'il vous ressemble et qu'il a le droit à la dignité à laquelle vous avez droit, eh bien, nous nous en sortirons très bien et nous n'avons pas besoin de considérer les personnes en fonction de leur race pour leur donner des droits. Il faut que nous nous battions tous collectivement pour qu'un être humain, qui qu'il soit considéré comme un être humain, point. Alors, vous n'avez pas totalement répondu à cette question, mais j'en pose une autre. Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon, ça sera un lien avec ce qui précède, affirmer, je le cite, que dans ce pays, il y a une haine des musulmans déguisée en laïcité. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que ça dit quelque part de l'évolution de la gauche? Moi, j'ai connu un Jean-Luc Mélenchon qui défendait les droits sociaux, qui défendait la laïcité, qui défendait l'universalité française avec beaucoup de courage. Je ne veux pas croire, je ne veux pas imaginer qu'il ait oublié ses convictions. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une haine des musulmans. Je crois qu'il y a une peur justifiée de l'islamisme radical et que nous devons tous collectivement combattre cela parce que les musulmans, comme tout le monde, en souffrent, nous en avons peur et c'est pour ça que la loi pour protéger les valeurs de la République est essentielle et elle doit contre le séparatisme et elle doit nous rassembler. Nous sommes à un moment de vulnérabilité de notre humanité immense. La crise sanitaire nous a montré combien nous avons besoin les uns des autres pour survivre et ça n'est pas le moment d'aller chercher des concepts idéologiques qui fracturent et qui séparent. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution de la gauche? Je ne sais pas. Vous savez pas? Je ne sais pas ce que ça dit de l'évolution de la gauche. Ce que je sais, c'est que la gauche a des valeurs universalistes et qu'elle doit s'y raccrocher et ne pas oublier d'où elle vient. Au départ, vous êtes de gauche? Au départ, je suis de gauche. Et aujourd'hui? Je suis de gauche. Vous êtes de gauche? Vous êtes unis de gauche au sein du gouvernement Castex-Macron? J'ai toujours voté à gauche. Ouais. Y compris en 2017. Vous avez voté Macron en 2017 ou pas? J'ai voté Macron en 2017. Absolument. Et alors, on va laisser tomber un peu la politique, mais je reviens à ce que vous disiez, remplacer la lutte des classes par la lutte des races. C'est quelque part aussi l'objectif des islamo-gauchistes. Est-ce que ça vous parle, cette notion islamo-gauchiste? Je ne sais pas ce que c'est que l'objectif des islamo-gauchistes. Vous savez, ces mots un peu barbares qui sont parfaitement maîtrisés. Par votre collègue Frédérique Vidal. Hein. Ces mots sont parfaitement maîtrisés par une partie de notre population. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont juste besoin d'être considérés pour ce qu'ils sont, qui ont juste besoin d'être traités de manière égale, qui ont besoin d'avoir un emploi, qui ont besoin d'étudier, qui ont besoin de vivre sereinement et paisiblement dans ce pays. Tant qu'on mettra du temps et de l'énergie à parler de certains termes, on ne s'intéressera pas à la réalité des problèmes de notre pays. Alors, il y a un terme que vous avez employé, justement, ça nous fait parler de ça, faire nation. Comment renouer avec le désir de faire nation? Je pense que... Dans ce contexte qu'on vient de définir, dont on vient de parler. Faire nation, pour moi, c'est justement lutter contre les inégalités. On ne peut pas accepter que dans le 7e pays économique, nous sommes la 7e puissance économique mondiale. On ne peut pas accepter qu'il faille 6 générations à un enfant d'ouvrier pour espérer devenir cadre. On ne peut pas accepter qu'un enfant sur 5, issu d'une famille défavorisée, alors même qu'il a des bons résultats à l'école, n'envisage pas de poursuivre ses études. Ça n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre. Et je pense qu'en ayant un projet de société qui embarque tout le monde, qui que vous soyez, nous referons nation et surtout, nous empêcherons que la nation ne se défasse. Vous parlez des 7 générations, des 5 générations. Oui, il vous a fallu une génération pour arriver où vous êtes. Oui, mais je ne veux pas être l'arbre qui cache la forêt. Oui, je veux savoir comment ça s'est fait. Comment ça s'est fait? Ça a pu se faire? Un travail acharné. Un travail véritablement acharné. Moi, je ne connais pas d'autres recettes pour réussir que le travail. Après, personne ne réussit seul.
On a la chance de vivre dans un pays où on tend la main. Je vous parlais tout à l'heure des associations que j'ai rencontrées, des associations qui se battent au quotidien pour faire en sorte que les personnes trouvent leur place dans la société. Moi, je crois dans ce triptyque vertueux des politiques publiques, des collectivités locales et territoriales, des associations et des entreprises pour faire en sorte que chacun trouve sa place dans notre société. Alors, le problème aussi n'est-il pas aujourd'hui, et surtout d'ailleurs, celui des réseaux sociaux, la présence constante des réseaux sociaux? Est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce aussi au centre de votre domaine de compétences ministérielles? Si je puis me permettre, vous savez, les réseaux sociaux, les technologies, le numérique ne sont que des outils faits par les humains pour les humains. La manière dont ils sont utilisés, ce sont des êtres humains. Il ne faut pas déplacer les responsabilités. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui sont responsables, ce sont les comportements de certains individus haineux, racistes, misogynes, sexistes, qui pourrissent la vie d'autres individus. Je me réjouis que Twitter ait été condamné il y a 2 jours. Il y a quelques jours à être beaucoup plus responsable. Les plateformes doivent être plus responsables. Laetitia Avia avait déposé un projet de loi justement pour faire une proposition de loi pour faire en sorte que les plateformes soient responsabilisées, qu'il y ait davantage de prise en considération des contenus qu'ils laissaient sur leur plateforme. Pour moi, c'est essentiel. Il faut protéger notre jeunesse de tous les méfaits des réseaux sociaux. Et c'est aussi la responsabilité de l'État, mais c'est aussi la responsabilité des entreprises qui doivent se rappeler qu'elles ne sont pas là que pour faire du profit, mais qu'elles ont une responsabilité sociétale et économique aussi, et environnementale. Cette condamnation Twitter, d'ailleurs, va changer quoi? Elle va changer la responsabilité. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils ne respecteront pas la loi, ils seront sanctionnés financièrement, puisque c'est ce que certaines entreprises comprennent. Alors, depuis des années, certains cours de sciences, certains cours d'histoire, comme la Shoah, ne peuvent plus être enseignés dans les écoles des territoires perdus de la République, comme on les appelle. Et désormais, c'est la laïcité. Ce qui a marqué cette année, c'est quelque part cette décapitation du professeur Paty. Donc, c'est la laïcité, le débat pour tout dire, le savoir que l'on voudrait interdire à l'école. Comment en est-on arrivé là et comment on sort de ça? C'est un sujet éminemment important, dont Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal, d'ailleurs, se sont saisis avec beaucoup de détermination. Vous voyez, le fait que l'on rende l'école obligatoire à partir de 3 ans, le fait qu'on mette toutes les mesures en place pour faire en sorte que la laïcité soit respectée au sein de l'école, c'est la manière dont nous pouvons lutter contre ce sujet. Et il faut être intransigeant sur ces questions. Intransigeant. L'affaire Mila, parce que c'est lié aussi à ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, avec cette condamnation de ces agresseurs, on va dire. Je pense que c'est une bonne chose de se rendre compte qu'il n'y a pas d'immunité nulle part. Nulle part, il ne peut y avoir d'immunité face à la haine, face au rejet. Elle a été victime d'LGBT-phobie, elle a été victime de sexisme et elle a été attaquée parce qu'elle a dit des choses que certaines personnes n'ont pas acceptées. Nous vivons dans un pays où la liberté d'expression est sacrée. On rappelle les choses, elle a critiqué l'islam. Voilà. Elle a critiqué l'islam. Vous savez, moi je suis mère de famille, j'ai une adolescente. Je crois qu'il ne faut pas que nous remettions en question certaines valeurs fondamentales dans notre pays. C'est pour ça que les personnes qui ont été sanctionnées, ça montre aussi qu'il n'y a pas d'impunité, qu'on ne peut pas se cacher de manière lâche derrière les réseaux sociaux pour dire tout et n'importe quoi. Donc je salue évidemment ce jugement et je crois qu'il faut continuer d'aller sur ce sujet-là de manière très volontariste, sans rien lâcher. Et c'est ce qui a été fait cette semaine. Mila, c'est un symbole de la République? C'est un symbole de la République. Pour la République. C'est un symbole de la République, comme toutes les personnes qui se battent pour la liberté d'expression, comme toutes les personnes qui se battent pour que l'on puisse protéger les valeurs de notre pays. Oui, je pense que c'est un symbole. Alors, autre question qui vous concerne. On a commémoré, c'était le 13 février dernier, le 15e anniversaire de l'assassinat d'Ilan Halimi. Enlevé, torturé, tué parce qu'il était juif. Et depuis 2005, 11 Français juifs ont été assassinés parce qu'on est juif. Alors, il y a bien entendu l'antisémitisme d'extrême droite, de ce vieil antisémitisme qui a conduit à la collaboration, à la Shoah. Et puis il y a l'antisémitisme lié
justement au séparatisme islamiste, l'antisémitisme des quartiers, des territoires perdus de la République, un antisémitisme qui a conduit à l'assassinat donc d'Ilan Halimi, de Mireille Knoll, au massacre de l'école aux Aratoires à Toulouse ou à celui de l'Hypercacher. Comment on entend arriver là et comment on en sort? Il y a quelques jours, j'ai reçu plusieurs jeunes qui ont répondu au concours Ilan Halimi. Et je veux vous dire qu'il faut véritablement que nous soyons déterminés ensemble, je dis bien ensemble. Il ne faut pas que les Juifs seuls soient ceux qui se battent contre l'antisémitisme. De la même manière... Tous les gouvernants depuis peut-être Chirac... Pardon, Hollande, moi je suis rentrée dans ce gouvernement il y a 11 mois. Je vous dis ce qu'il faut faire. L'antisémitisme n'est pas l'affaire des Juifs, quoi. Voilà, c'est ça que vous dites. Mais ce que je dis, c'est que nous devons tous nous battre contre toutes les formes de racisme et de xénophobie et d'antisémitisme. Vous savez, moi, quand je suis arrivée dans ce ministère, la première chose que j'ai faite, c'est rencontrer toutes les associations qui portent les batailles qui sont les miennes. J'ai rencontré l'UEJF, j'ai rencontré l'Association des jeunes Chinois de France qui ont été victimes d'un racisme anti-asiatique. Avec des crimes, hein, avec des crimes, avec des appels à des agressions, parce que, soi-disant, ils étaient responsables de la Covid-19. C'est vous dire aussi combien il y a de l'ignorance derrière ces sujets parfois. J'ai reçu la LICRA, j'ai reçu SOS Racisme, parce que j'ai besoin de ces associations pour que nous travaillions ensemble, ces associations parmi d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres. Il est essentiel que ensemble nous portions ces combats. Ces associations, l'État, c'est pour ça aussi que cette plateforme de lutte contre les discriminations a été lancée, et alors même que ça n'existait pas, que cette consultation nationale a été lancée. Je pense qu'il est essentiel, quand une personne est atteinte dans sa dignité d'être humain, qui qu'elle soit, nous devrions tous nous lever ensemble pour lutter contre cela. C'est la seule manière d'éradiquer ce fléau dans notre pays. Alors, Elisabeth Moreno, dans 9 mois, la présidentielle, qu'est-ce que vous redoutez le plus d'ici là? Le populisme d'extrême droite, des Le Pen et Zemmour, ou celui de la gauche de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis? Ce qui m'inquiète le plus, c'est que les Français se désintéressent de notre démocratie, qu'ils oublient le pouvoir qu'ils ont entre leurs mains, parce qu'un bulletin de vote, c'est un pouvoir extraordinaire, de construire la société que l'on souhaite, en désignant les représentants que l'on souhaite. Est-ce que notre pays, le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, souhaite des extrémismes et des populismes? Je ne le crois pas. Et d'ailleurs, les élections régionales l'ont démontré. Et ce que je souhaite, c'est que nous parvenions à démontrer que c'est l'universalisme français, que c'est le progressisme français qui donnera le meilleur avenir à nos enfants. Et nous avons cette responsabilité de construire une France forte, une France inclusive. Notre France est plurielle, que nous le voulions ou non, et nous devons construire un projet de société pluriel et inclusif. C'est la seule manière de nous en sortir. Est-ce que vous mettez un signe égal entre Mélenchon et Le Pen? Entre le populisme de gauche et celui d'extrême droite? Moi, je crois que tous les populismes sont dangereux. Tous les extrémismes sont dangereux. Et alors? Donc vous mettez un signe égal? Oui, il faudrait que je l'analyse un peu plus en profondeur. On voit que ça vous gêne quelque part. Non, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que les sujets qui sont les miens, l'égalité entre les femmes et les hommes, les sujets de diversité, les sujets d'égalité des chances, je n'ai jamais vu le Front National en parler. Jamais. Donc ça m'inquiète, parce que ça veut dire que 52% de la population pourrait être oubliée si jamais on pensait que ce parti ait la capacité de diriger ce pays. Et Mélenchon, ça m'inquiète. Mélenchon, qu'est-ce qui vous inquiète chez lui? Je vous dis que je pense que tous les extrémismes et toutes les prises de parole un peu exagérées sont dangereuses pour notre pays. En conclusion, Elisabeth Moreno, est-ce qu'il y avait plus de raisons d'être optimiste? Est-ce qu'il y a plus de raisons d'être optimiste en ce début d'été 2021 qu'il y en avait au début de l'été 2020? Et là, c'est une allusion à la crise sanitaire. Évidemment, parce que le vaccin est là, il n'était pas là, parce qu'on voit le bout du tunnel, à condition que tout le monde se fasse vacciner,
condition que chacun vraiment ait envie d'être dans la solidarité, parce que se faire vacciner, c'est se protéger, mais c'est aussi protéger les autres. Et moi, j'ai confiance dans le bon sens des Français qui ont fait preuve d'une solidarité extraordinaire pendant toute cette période, et je sais qu'ils vont continuer de le faire parce que nous ne sommes pas arrivés au bout du tunnel. Vaccination obligatoire de tous les Français, c'est une piste ou pas? Je pense que plus nous responsabiliserons les uns et les autres, plus notre pays se sortira vite de cette crise. Vaccination obligatoire ou pas? Je pense qu'à un moment donné, si véritablement les gens n'ont pas envie de rentrer dans cette responsabilisation, il faudra l'envisager. Pour tout le monde, pour tous les Français? Ouais, c'est ce que je comprends dans ce que vous dites. On parle de protéger notre pays, l'ensemble des concitoyens de notre pays. Vous ne vous sentez pas responsable de vos congénères? Donc ça ne vous gênerait pas qu'il y ait la vaccination obligatoire? Ça peut être une piste. Moi, je suis vaccinée, donc j'espère que nous serons tous vaccinés Mais rapidement vous dites aux pour sortir Français, de cette crise. si vous vaccinez pas... Je dis aux Français, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner pour que nous sortions de cette crise. Si vous ne le voulez pas, on vous obligera à le faire. Ce serait dommage qu'on en arrive là, mais je pense qu'il faudra l'envisager si véritablement il n'y a pas d'autre solution. Merci en tout cas, Elisabeth Moreno, d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin de dimanche sur Radio J, et puis aussi bel été. Et on se retrouve, puisque c'est la dernière émission de la saison, on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison des Enfants de la République. Et prenez soin de vous. Merci à vous aussi. Merci.